Salut les coureurs et bienvenue sur le Run Success Podcast. Je suis Enzo, entraîneur, expert en course à pied. 1 à 2 fois par mois, je t'emmène à la rencontre d'athlètes au profil inspirant et au parcours de vie atypique. Le but, rentrer dans leur quotidien afin d'analyser et comprendre leur entraînement. Peu importe ton niveau, tu es au bon endroit. Tous les conseils que tu retrouveras dans ce podcast, tu pourras les appliquer directement dans ta vie quotidienne de sportif. J'espère que ce podcast te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Cela m'aidera énormément au référencement du podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le Run Success Podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un invité exceptionnel, donc Ludovic Dubreuc, un coureur, on va dire, très connu avec ses frères dans le monde de la course à pied et notamment dans la Somme. Donc on va commencer sans plus tarder. Il va se présenter dans un premier temps et puis il va vous parler un petit peu de son parcours, de son enfance, de son évolution et comment il en est arrivé à un niveau de pratique, on va dire, conséquent. Donc je vais te donner la parole, Ludovic, et puis tu peux te présenter tranquillement. Bonjour Enzo, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Ludovic Dubreuc. Je suis né le 20 mars 1977. Voilà, les années passent et je commence à vieillir. Mais bon, je suis issu d'une fratrie de 7 enfants. Je suis au milieu, j'ai 3 frères, 3 sœurs. Et j'ai commencé, bon, on va dire, j'ai commencé à la course à pied très tard. J'ai commencé vers 28-30 ans la course à pied. Avant ça, quand j'étais jeune, je courais les crosses, j'ai couru les crosses collège, les crosses lycée, où j'ai bien performé, où ça se passait très bien. Et on va dire que le milieu professionnel dans lequel j'étais parti ne m'a pas laissé le temps de pouvoir continuer dans cette discipline, puisque étant gamin, j'étais très actif, je faisais du tennis de table. Ensuite, je suis parti dans les chevaux de course, dans les écoles de chevaux en Normandie. Et je suis resté apprenti de 14 ans à 17-18 ans dans ce domaine-là avant d'en faire ma spécialité professionnelle. Voilà, et j'ai arrêté ce métier à 28-29 ans pour me recycler, et puis, puisque j'en avais un peu la lassitude. Et je me suis mis à courir à ce moment-là. Voilà comment j'en suis arrivé à la course à pied. D'accord, donc très intéressant. En fait, on peut voir que tu es arrivé sur le tard, en fait, au niveau du commun des mortels, on va dire. Tu as commencé plus tôt sur le tard et ça t'a pas empêché d'avoir des performances, on va dire, qui sont arrivées très vite. Comment t'expliques, du coup, que tes performances soient aussi bonnes, aussi rapidement, en ayant commencé aussi tard que ça? Bon, c'est vrai que j'ai commencé très tard. Finalement, c'est pas commun. Mais étant jeune, j'avais déjà, on va dire, j'avais déjà des prédispositions, des qualités athlétiques. Gamin, je courais dans tous les sens, je faisais énormément de sport. J'ai fait du tennis de table quand j'avais une dizaine d'années à un très très bon niveau. Et ensuite, quand je suis parti dans les chevaux de course, je suis parti dans des écuries pour devenir jockey professionnel en plat, en galopeur, en plat et en obstacle. J'ai donc maintenu une activité, on va dire, très soutenue, très intense. J'ai gardé, on va dire, un souffle, du muscle. Et je suis resté toujours très très actif. Alors en arrêtant mon métier qui était très prenant vers 28 ans, 28-29 ans, au final c'était tout naturel de se tourner vers un sport et l'athlétisme, dont la course à pied en faisait partie, puisque étant jeune, j'étais assez doué dans ce domaine-là. D'accord. Et du coup, tes frères ont commencé à peu près en même temps? En fait, l'histoire c'est vrai que c'est particulier, puisque c'est Dimitri qui nous a fait commencer, le plus jeune de la fratrie. Dimitri faisait du football dans un petit club, il se débrouillait très bien et il en avait un peu assez de jouer au foot, il prenait beaucoup de coups et un soir il nous a demandé à moi et Antoine ce qu'il pourrait pratiquer comme sport, puisqu'il c'est quelqu'un de très sportif aussi.
Et automatiquement, ce jour-là, on l'a regardé, on lui a dit, bah tiens, pourquoi tu fais pas de la course à pied? Nous, étant gamin, on courait, on faisait les crosses de collège, les crosses de lycée, où on se débrouillait super bien, où on gagnait. Bah mets-toi à la course à pied, tu dois avoir peut-être des qualités dans ce domaine-là. Et puis il s'est mis à courir, et quelques temps après, en soirée, on faisait une soirée ensemble. Et il nous a proposé à moi et Antoine d'aller courir le lendemain matin un petit cross près de chez mes parents, près de Canaples. C'était à Saint-Ouen, c'était le cross Robert Pécoul. Et sur un pari, on est parti courir avec lui ce cross-là. Et depuis, on s'est mis à courir. En fait, c'est parti d'une histoire de Paris. Et on s'est mis à courir comme ça, du jour au lendemain. Ouais, d'accord. Donc, comme quoi, des fois, le destin il peut être un peu forceur sur certaines choses. Donc là, c'est hyper intéressant, en tout cas, de voir ça. Et du coup, ça donnait quoi, ce fameux cross, alors Bah, on n'a pas été ridicule. On s'est tous les trois pas trop mal débrouillés. Après, Antoine et Dimitri étaient dans, je pense qu'ils étaient 7-8e dans les Zola. Ils étaient dans le top 10 de ce petit cross-là. Pourtant, à ce moment-là, il y avait quand même un niveau intéressant. Et puis, moi, je me souviens plus exactement ma place, mais non, non, on avait un peu performé sans entraînement. Et on était surtout arrivé, moi et Antoine, on était arrivés avec des cuissards de cyclistes, puisqu'on n'avait pas de short, on n'avait pas de basket adapté et tout, pas de pointe pour courir. On a couru un peu comme ça venait. Et je me rappellerai tout le temps, j'avais rencontré Gianni Togo qui fait partie de Saint-Ouen DSL, qui organisait ce cross-là, et il avait pris des photos de nous, et à l'heure actuelle, il a encore ces photos, et de temps en temps, il me le dit encore, bah, quand vous avez arrivé, on savait qu'on allait vous revoir. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé justement après ce fameux cross? Est-ce que vous avez été piqués tous les trois par le virus? Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé après à courir toujours de plus en plus et puis à faire de plus en plus de compétitions? Qu'est-ce qui vous a attiré dans la course à pied? Bah, en fait, juste à la suite de ça, on a couru un 10 km, je pense que c'était le 10 km de Villers-Bretonneux, ou la Motoire Fusée, je ne sais plus exactement. Et puis on a commencé à être vu par des responsables de club, dont Isabelle Maréchal, qui était responsable du club de Corbie, qui est venue nous voir, qui nous a proposé éventuellement de prendre une licence à Corbie. Avant de signer à Corbie, on a fait les départementaux, puisqu'on pouvait courir les crosses départementaux sans licence. Alors, avec un certificat médical, on a décidé de faire les crosses départementaux. Et puis pour continuer, pour aller aux régionaux, on a fini par se licencier. On a pris une licence au Running Club de Corbie tous les trois, et on a signé notre première saison là-bas. D'accord. Et ensuite, bah, ça s'est enchaîné naturellement, du coup, sur des distances peut-être un petit peu plus longues, ou vous êtes resté, on va dire, longtemps sur des distances plus courtes pour prendre de la vitesse? Comment vous vous êtes organisé là-dessus? Au début, on est parti sur des entraînements légers, puisqu'on se mettait tout juste à la course à pied. On Bien avait sûr. peut-être l'âge qui était là, on arrivait sur la trentaine. Alors, Isabelle Maréchal nous avait plus dirigé sur des distances courtes, pas forcément de la piste, hein. On va parler plus du 5000, du 10 km. Mhm. Et on a commencé vraiment sur du léger, avec peu de kilométrage, pour dire d'habituer le corps à courir et découvrir des muscles qu'on ne connaissait pas du tout, quoi. D'accord. Donc, une approche plutôt progressive au début. Ce qui explique aussi peut-être cette durabilité dans le temps, parce que c'est ce qui est le plus impressionnant chez vous. Je pense que les auditeurs vous connaissent pour la plupart. Ce qui est très très impressionnant, moi en tout cas, ce qui m'impressionne, c'est cette régularité et ce maintien de la forme sur le long terme. Donc c'est peut-être une des clés aussi d'avoir commencé déjà sur le tard et puis de ne pas avoir commencé tout de suite à fond dès le début, quoi. Oui, oui, je pense que c'est très important. De toute façon, on ne pouvait pas commencer trop, trop fort dès le début, puisque notre corps n'était pas habitué à courir. On avait pratiqué énormément de sport. Moi-même, j'avais été jockey professionnel et tout. Mais bon, on a des muscles qu'on ne connaît pas, des muscles qu'on découvre.
La course à pied, c'est complet. On peut avoir aussi bien mal aux épaules, aux bras, au dos. Il n'y a pas que les jambes qui marchent. Tout fonctionne. Et on va dire, c'était une bonne chose de commencer gentiment. C'était même très bien d'avoir rencontré Isabelle Maréchal qui, elle, nous a permis, sur 2 ou 3 ans, finalement, d'adapter notre corps à la course à pied. Très intéressant. Et du coup, est-ce que tu te souviens un petit peu, pour nos auditeurs, ça pourrait être intéressant, de ce que vous faisiez avant, donc combien d'entraînements dans la semaine, grossièrement, hein, et puis comment c'était réparti? Est-ce que c'était déjà structuré avec des entraînements au seuil, des entraînements AVMA, des sorties longues, des choses comme ça, ou c'était plutôt justement que des footings pour adapter vraiment le corps à l'effort? Au début, on a fait un peu de tout. On va dire, on faisait beaucoup de petites sorties, Mhm, pas trop longues. On va partir sur du 10-12 km. mhm, Sans forcer trop. Et puis dans la semaine, on se faisait une petite séance piste, soit au club, soit nous de notre côté. Mais ça restait assez léger. C'était des séances qui étaient douces. Si par exemple on enchaînait des 1000, on enchaînait 5 fois 1000. C'était des séances qui n'étaient pas trop costaud, pas trop relevé, dans des allures où on était à ce moment-là, quoi. On d'accord. n'allait pas dans des allures au-delà de nos allures, même si on était un peu furieux et des fois on tapait trop vite les premiers 1000 ou les Hmm. premiers 500. On restait sur nos allures naturelles du départ. Et est-ce que tu te souviens justement un petit peu de l'évolution des chronos? Qu'est-ce que ça donnait? Est-ce que tu as une idée de tes premières séances, les temps de passage grossièrement, et puis l'évolution qu'il y a eu, j'imagine qu'il a dû être quand même assez importante. Ah oui, sur l'évolution chrono, c'était assez important, assez rapide. On va dire, on a perdu, moi personnellement, j'ai perdu de la première séance aux séances que je faisais un an et demi après, j'ai gagné 3 minutes, on va dire sur 10, Hmm. 3 4 minutes sur 10, et les chronos à l'entraînement, en fait, on s'en rend même pas compte. On commence nos premiers footings, on est à 12-13 km/h, et après on sort en footing, on part en footing, on est à 15 km/h sans s'en rendre compte, quoi. Hmm. Oui, donc ça a évolué quand même assez rapidement. Ça a évolué très vite, et la particularité qu'on avait, c'est on était régulièrement, soit moi et Antoine à courir ensemble, ou soit à trois, moi, Antoine et Dimitri. Alors même quand on partait sur des footings du côté de chez nos parents à Canaples, dans le Bois des Dames et tout ça, on partait à 13-14 en échauffement, et on se retrouvait à taper à 17-18 puisqu'on se faisait la bourre à 3 et on s'en rendait pas compte qu'on se tapait la bourre. Mais c'est comme ça que c'est monté aussi très vite, c'est le fait d'avoir pu s'entraîner à 3 ou à 2 ou à 3 entre frangins, et d'avoir eu toujours cet esprit de compétition même entre frangins. Ouais, je trouve ça vachement intéressant. Je pense que c'est l'une des clés aussi peut-être de votre réussite, c'est cette émulation de groupe et cette fraternité un peu dans l'effort. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui vous vous entraînez plus forcément ensemble tous les trois. Et combien de temps du coup vous avez poursuivi cet entraînement tous les trois? Est-ce que vous faisiez vraiment chaque séance ensemble, ou il y avait déjà un sur les trois qui essayait toujours de faire plus, qui voulait Ouais, il y a des séances, on ne pouvait pas les faire ensemble. Les sorties, les petites sorties, les sorties footing et tout ça, on essayait d'être soit moi et Antoine, soit tous les trois. Et ça, on en fait encore beaucoup. Moi et Antoine, on fait encore pas mal de sorties ensemble. Après, tout ce qui était séance piste, on avait chacun nos chronos, chacun nos vitesses. Moi, j'allais pas forcément aussi vite que Dimitri et Antoine. Mais automatiquement, on se poussait l'un à l'autre, puisque automatiquement, il y avait toujours le lièvre. Même moi, si des fois j'étais moins performant sur le cours, des fois, quand on était à trois, j'avais tendance à rajouter une petite banderie au frangin. Et puis, en fait, on essaie d'adapter au mieux, mais il y a toujours un de nous trois qui a tiré les autres vers l'avant, ou le fait d'avoir un point de mire, le frangin qui est quelques mètres devant, ça nous tirait. Et la progression s'est fait aussi grâce à ça, grâce à la fratrie, le fait de se connaître et d'être tous les trois et de s'encourager à trois, quoi.
Hmm. Ouais, je suis convaincu que c'est vachement important. Donc s'il y a bien quelque chose à retenir là-dessus, c'est s'entourer, bien s'entourer, avoir des partenaires d'entraînement, on va dire fidèles. Voilà, quand c'est tes frères, tu peux pas faire beaucoup mieux. Mm. Et surtout, bah, ce qui est génial chez vous, c'est que vous aviez tous les trois des possibilités et vous les avez exploitées, on va dire, ensemble. C'est ça que je trouve vraiment génial aussi. Et puis c'était une adversité, j'imagine, saine du coup dans l'effort de toujours se dépasser, se challenger mutuellement. Et ouais, je pense que c'est l'une des clés aussi de votre réussite par la suite, quoi. Ouais, ouais, bah, moi, ce que je retiendrai en premier de tout ça, c'est que, en fait, tous les trois, il y avait un esprit de compétition à l'entraînement. On se tirait la bourre régulièrement, mais on a couru aussi des fois pour faire gagner l'un ou l'autre. On était une fratrie et des fois, sur certaines courses, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire un 2-3 sur des courses un peu partout, sur toute distance. Ça, c'était génial. Mais s'il fallait retenir un truc, c'est qu'on était prêt, que ce soit moi, Dimitri ou Antoine, hein, l'un ou l'autre, on était prêt à se sacrifier pour dynamiter une course et pour pouvoir faire gagner un des Durex, quoi, en fait. C'est ça qui était chouette, on calculait pas, on n'était pas individualiste, on calculait des fois aussi famille. Ça, c'est super, ouais. C'est un très très bon état d'esprit du coup, et qui vous a aussi permis de durer aussi longtemps, hein, puisque forcément, quand on a une adversité qui est pas saine, bah, c'est toujours un peu compliqué aussi de se motiver. Il y en a toujours un qui est plus, on va dire, impacté que l'autre. Et là, du coup, vu que c'était vachement, on va dire, vous étiez vachement complémentaires, je pense que c'est aussi l'une des clés de votre progression par la suite. Ah oui, carrément. On n'aurait pas eu cette complicité saine au niveau de l'athlé, ça aurait été compliqué. Je pense pas en serait arrivé là, puisque ça aurait été un peu frustrant pour l'un ou pour l'autre, Exactement, ouais. et ça aurait été blessant, hein. Imaginez votre propre frère, il vous met une mine Bien sûr. sur les courses et il fait tout pour que vous mettre dedans. Ça serait compliqué à vivre et je pense que ça serait même un peu, on va dire le mot un peu fort, écœurant sur la course. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est top en tout cas. Et du coup, est-ce que vous avez ressenti des facilités sur le court ou le long? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui sortait plus du lot, par exemple, sur le court, un autre un peu plus sur le long, ou peut-être les deux? Enfin, quel était votre profil de coureur? Est-ce que vous étiez vraiment similaire ou est-ce qu'il y avait déjà des petites différences entre les trois frères? On avait déjà, d'entrée de jeu, on avait déjà des différences qui étaient établies. Moi, j'avais eu un métier, j'avais été jockey, je sortais des chevaux de course, j'étais fumeur, et assez gros fumeur, hein, j'étais en activité professionnelle dans le milieu des chevaux de course, je fumais, on va dire, à peu près un paquet de cigarettes par jour. Alors, ça fait qu'au niveau vitesse, on va pas se le cacher, au niveau vitesse, j'étais plus vite en saturation pulmonaire, hein. J'étais plus vite saturé et plus vite en difficulté sur les courtes distances. Alors Antoine et Dimitri, automatiquement, eux, qui avaient les poumons sains et qui n'avaient jamais été fumeurs, déjà étaient plus facile à ce niveau-là. Mais bon, après, dès que la distance s'allongeait, moi sur le fond, sur le très long, je rattrapais la différence qu'il y avait par rapport au frangin. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, Antoine et Dimitri qui étaient plutôt des profils rapides et toi qui étais plutôt, on va dire, performant sur la longue distance, c'est ça? Ouais, voilà, c'est puisque Dimitri a moins couru que nous, mais Dimitri était plus, par rapport à mon avis à moi, plus performant sur courte distance. Antoine, très performant, il était performant sur 10, mais je pense que sa distance reine aurait été plus au niveau du semi. C'est sur le semi où vraiment il aurait pu être capable et il était capable de faire des très belles choses. Et puis moi, plus ça s'allongeait et plus les difficultés étaient là, meilleur j'étais. Je rattrapais en fait le manque pulmonaire sur le très long où on rentrait pas dans le cardio. D'accord, très intéressant. Bah écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause et puis qu'on passe ensuite sur la partie un peu plus entraînement Ok, par la suite. pas de souci, merci.
Voilà, donc maintenant on va rentrer un petit peu plus sur l'aspect vraiment entraînement pur et dur, savoir un petit peu dans la fratrie quelle était votre philosophie d'entraînement, et puis comme je le disais, hein, là on va s'intéresser à toi Ludovic aujourd'hui, quelle évolution t'as donné à ton entraînement dans le temps, comment t'en es arrivé à ce niveau de performance, parce que je rappelle hein, que tu as été sélectionné du coup en équipe de France à plusieurs reprises, et notamment sur 100 km. Donc, comment est-ce que tu expliques un petit peu cette sélection et puis comment tu as amené ton entraînement pour y arriver? Est-ce que c'était grâce à un haut volume constant? Est-ce que c'était plus basé sur de l'intensité ou les deux? Voilà, comment t'expliques un petit peu grossièrement ta philosophie de l'entraînement, toi et puis dans la fratrie? Ok, bon, bah, au niveau entraînement, comme on a pu en parler juste avant, on a démarré sur des petits volumes, tranquillement, des séances, quelques séances de vitesse, une par semaine au début, mais on va dire légères. Mhm. Et quand on est rentré dans le vif du sujet, quand j'ai commencé à vraiment à progresser un peu plus, et que je me suis donné des objectifs précis, bah, au niveau entraînement, si je préparais un 10, je partais sur des volumes, on va dire, un peu plus importants. Mais je courais pas, j'avais pas du kilométrage énorme, mais je basais sur 70-80 km semaine, ce qui n'était pas énorme en soi, mais de la qualité, beaucoup de qualité. Et entre la qualité, quand il y avait de la piste, une séance de piste, on va dire de vitesse dans la semaine, souvent le mercredi. Et le reste du temps, c'était des sorties adaptées par rapport au travail, à la vie aussi familiale, et des sorties plus longues le week-end. On va dire, dans la semaine, je faisais des fois plus de kilomètres le samedi, dimanche que sur 5 jours dans la semaine. Ok, donc on peut déjà voir que tu étais obligé forcément de t'adapter, on n'en a pas trop parlé, mais c'est important de le souligner, à ta vie professionnelle et familiale. Tu as toujours été plus dans la concession que tout sacrifier pour la course à pied, quoi. Bah, oui, puisque quand on se met à la course à pied aussi tard, même si on performe assez rapidement, faut savoir rester lucide, faut rester sur terre. La course à pied, c'est bien, c'est un sport, c'est quelque chose que j'aime et j'ai aimé pratiquer. Mais c'est pas pour autant qu'il faut sacrifier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. C'était un supplément. Ça prenait déjà énormément de temps, un supplément qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement. Mais pour autant, ça n'a jamais été la priorité pour moi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu te souviens un petit peu d'une semaine type que tu pourrais nous présenter grossièrement? Qu'est-ce que ça pouvait donner une semaine pour toi? Alors, une semaine type, quand je pouvais être en prépa, on va dire n'importe quelle distance, sur n'importe quelle distance, puisque finalement, une prépa, c'est quoi? C'est selon la distance que vous parcourez, simplement l'intensité défractionnée ou l'intensité des kilomètres qui varie. Alors que ça soit sur 10 ou 100 bornes, j'ai quasiment fait toujours les mêmes séances, mais on va dire adaptées à la distance. D'accord. Alors une semaine type, c'est footing le lundi. Footing, on va dire 10 km le lundi, mais vraiment pépère. Une sortie 15 bornes le mardi. Une séance piste, on va dire sortie 15 bornes le mardi, c'est au moins, on va améliorer à 15-16 km heure. Mhm. Le mercredi, c'était plutôt une séance piste. Alors, séance piste, on va dire du court. Selon ce qu'on prépare, si c'est un 10, on va partir plus sur des 200, des 300, ou genre un palier, faire de 200, 300, 400, Mhm. 500, 600 et redescendre progressivement. Donc des VMA Voilà de la VMA courte ou pyramidal un peu. ouais, pyramidale.
avec des allures précises, hein, sans non plus aller trop chercher à se mettre à plat ventre. Après, le jeudi, c'était une sortie, on va dire, pareil que le mardi, en un peu plus amélioré. On travaillait aussi le foncier, on travaillait aussi sur la fatigue. On travaillait la vitesse sur la fatigue et on travaillait aussi des fois le foncier sur la fatigue le lendemain de séance, sans forcer vraiment, mais en restant sur une allure constante. Et puis jusqu'à la fin de la semaine, en fait, c'était des sorties de 10-15 km. Et arrivé le week-end, c'était soit de la sortie longue. Le samedi, on pouvait faire une sortie longue. À ce moment-là, c'était 21 km le samedi, dans, euh, avec un palier d'allure, on va dire 10 km tranquille, 5 km allure semi, et puis se lâcher un peu sur les derniers kilomètres restants, avant un retour au calme pendant 2 km, et puis comment dire, étirement, tout ça derrière. Et le dimanche, ça pouvait arriver, surtout l'hiver, de faire une sortie cross. On allait de temps en temps au Bois-Manieu, à côté de Boves, et on faisait des sorties spécifiques cross ou des côtes ou ce genre de choses, mais quelque chose qui restait soft quand même. D'accord. Est-ce que tu te souviens à peu près de ton volume hebdomadaire, donc ton volume sur la semaine? Sur la semaine, en fait, c'est pas évident à dire. Quand j'ai commencé, c'était des petits volumes, on va dire entre 50, 60, 70 bornes. Le temps de mettre l'organisme en route, alors ça durait quelques temps, on va dire 2 à 3 ans sur des petits volumes. Et quand j'ai commencé à allonger un peu le tir, les volumes se sont augmentés. Je suis passé sur du 90, 100, 110 km. Et le maximum atteint semaine, ça a été 120 et grand maximum 130, 140 bornes. Mais vraiment le grand max 130, 140 bornes quand j'étais au maximum de mes possibilités et quand je préparais du 100 bornes. D'accord, donc on peut voir au final que par rapport, on en parlera par la suite, mais par rapport à ton niveau de performance sur 100 km qui était quand même très bon, t'as pas eu un volume stratosphérique comme on peut le voir aujourd'hui. Ah non, non, c'est vrai que moi, quand j'ai été sélectionné en équipe de France, ce qui me faisait le plus peur au début, c'est quand j'arrivais en stage, hein. En stage, on vous sort une liste des entraînements que vous allez faire dans la semaine. Et je me rappelle le premier stage en équipe de France que j'ai fait, j'avais reçu le programme une semaine avant d'aller en stage, c'était 220 bornes en 7 jours. Et je me suis dit jamais je pourrais faire 220 bornes en 7 jours. Et au final, c'est passé super puisque je faisais peut-être 120 bornes, 120 bornes chez moi à ce moment-là. Et que j'avais des fois du mal à les faire, que j'étais fatigué au bout de la semaine. En arrivant en équipe de France, au bout de la semaine, j'étais plus en forme en repartant de stage d'équipe de France en ayant fait 220 bornes qu'en faisant 120 bornes chez moi. Puisque c'est pas du tout la même chose. En stage en équipe de France, vous avez le matin, vous vous levez, vous allez déjeuner, vous passez au kiné, vous allez courir, vous revenez, vous prenez une douche, vous repassez au kiné. En fait, vous êtes choyé, vous êtes tellement choyé, tellement massé, tellement entretenu que vous n'avez rien d'autre à penser qu'à courir. Et faire plus de 200 bornes, 200, 220 bornes en 7 jours en stage préparatoire, voilà, c'est plus facile que de faire 120 bornes chez soi quand vous avez une vie professionnelle et une vie familiale. Ça, c'est très très intéressant de le souligner parce qu'on se rend pas toujours compte, des fois, les gens sont un peu obsédés par le volume et on peut se rendre compte qu'il veut rien dire du tout parce que tout dépend, comme Ludovic vient de le souligner, de votre charge mentale et de votre vie au quotidien. Moi, c'est vrai que c'est un facteur que je prends de plus en plus en compte dans les plans d'entraînement que je peux faire et dans le suivi des athlètes. Quelqu'un qui a un boulot très prenant et quelqu'un qui est professionnel, ça n'a rien à voir du tout. Et notamment, hein, comme il l'a dit, sur l'aspect suivi médical derrière. Faut pas oublier que les professionnels, bah, ils sont suivis quotidiennement, ils sont massés, ils voient des kinés, ils voient des ostéos, ils ont une nutrition spécifique. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai que des fois, on peut se cramer avec des petits volumes chez soi parce que bah, forcément, les conditions extérieures sont pas optimales. Et puis, on arrive à rentrer des très très grosses semaines quand on est dans des Mm. conditions parfaites.
Ah ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'en ai eu l'expérience et franchement, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même vie et c'est totalement différent. Mhm. Et du coup, bah, on va en parler un petit peu. Comment ça se passait? Combien de fois tu as été sélectionné en équipe de France? Et puis, est-ce que tu avais des stages plusieurs fois dans l'année? Et comment eux, justement, amenaient l'entraînement par rapport à ta philosophie à toi? Est-ce que des fois tu étais un petit peu décontenancé par les séances qu'ils pouvaient te donner par rapport à ce que tu faisais toi au quotidien? Ou est-ce que c'était sur à peu près similaire, on va dire? Moi, je suis rentré en équipe de France après une performance, après mon premier 100 km à Amiens. Bon, comment je suis arrivé aux 100 km? Par hasard. Vous savez, j'ai un frangin qui court très bien les marathons et quand vous n'arrivez pas à gagner un marathon puisqu'il est toujours devant vous, à force de faire deuxième, mon frangin il m'a dit, Antoine m'a dit, bah Ludo, oui, Ludo, pourquoi tu t'essayes pas sur le plus long puisque tu serais pas mal sur le long puisque t'es un tracteur, tu t'envoies et t'es toujours à la même vitesse. Et pourquoi tu t'essayes pas sur 100 bornes? Tiens, essaye le 100 bornes à Amiens, puisque moi je vais recourir le marathon. Alors, bon, si tu cours le marathon, tu vas retaper deuxième, quoi. Et je suis parti sur 100 bornes comme ça, quoi. J'ai essayé Amiens le 100 bornes, qui a été pas trop mal, hein, puisque ça a valu une première sélection en équipe de France. J'étais parti sur des bases folles ce jour-là, et j'avais réussi à finir mon 100 km en étant passé aux 50 dans des bases trop rapides pour moi. Et derrière, le DTN et les entraîneurs de l'équipe de France m'ont contacté et m'ont dit que j'étais retenu en équipe de France, voilà, pour me dire que j'allais aller au championnat du monde au Qatar et que je rentrais dans la famille, quoi. Et j'ai été convoqué à un premier stage. Bah déjà avant ça, vous avez un suivi à faire. Quand vous rentrez en équipe de France, vous avez des prises de sang. Vous avez un suivi médical à faire. Il y a le suivi longitudinal pour voir si tout est correct, si tout va bien. Alors vous pliez aux règles, vous décidez de mettre en route tout ça. Et dès que c'est parti, vous êtes convoqué en stage une première fois. Et en stage, on vous propose un plan d'entraînement avec tous les meilleurs Français de la discipline. Et puis des fois, d'autres disciplines qu'on rencontre justement sur ces stages. Et voilà, on part sur des séances d'entraînement, des sorties 2 fois par jour, et de la préparation mentale, du kiné, tout ça. Voilà, c'est complètement différent, c'est un autre monde, et c'est notre vie. Mais sinon, ça s'est toujours bien goupillé pour moi au niveau des stages. J'ai eu la chance d'être convoqué une première fois en stage, d'ensuite enchaîner sur les championnats du monde au Qatar. Après les championnats du monde au Qatar, il fallait se resélectionner pour l'année ou les années suivantes. Alors je suis reparti au charbon, j'ai remis ça sur 100 bornes où j'ai été vice-champion de France à Chavagne en 2015 en moins de 7 heures. Ce jour-là, c'était un bon souvenir puisque je m'étais intercalé entre les deux meilleurs Français du moment. C'était Monsieur Belanca, Jérôme, hein, qui est toujours aussi performant, et puis Mika Bock, hein, qui pour moi était un des meilleurs Français à ce moment-là. Alors quand vous êtes de votre petit club du RC Corby et que vous vous retrouvez au championnat de France en moins de 7 heures, intercalé entre deux monstres comme ça, ça fait plaisir, puisque pour moi c'était inaccessible, hein. Je vais être franc. Et j'ai eu ma deuxième sélection à la suite de ça, où je suis parti, pareil, j'ai refait les stages préparatoires, le suivi longitudinal pour les championnats du monde et les championnats d'Europe à Wicheten aux Pays-Bas. À Wicheten, ça s'était bien déroulé. Je crois que on avait fait une médaille mondiale, une médaille européenne en bronze par équipe. Je pense qu'au niveau individuel, j'ai été 22e ou 26e mondial. Je ne sais plus exactement. J'avais fait 7h06, mais c'était mon troisième 100 bornes en 10 mois.
Alors j'étais content de moi quand même d'avoir fait ce résultat-là. Pas évident puisque des fois les mondiaux, les mondiaux sont un peu trop rapprochés. Des fois c'est tous les 2 ans, des fois en une année vous en claquez trois. Oui. Cette année-là, il y avait eu en 2014-2015, on avait eu 2 championnats du monde en moins de 10 mois et un championnat de France entre deux, ce qui avait fait un peu mal à l'organisme. Par la suite de ça, bon, j'avais bien performé. J'étais toujours en équipe de France. Il y a eu une année creuse où il n'y avait pas eu d'organisation des 100 km dans le monde. Euh, puis il y a eu une sélection qui a été établie en 2016. J'étais de nouveau sélectionné et en 2016, malheureusement, en étant sélectionné, j'ai refusé une sélection en équipe de France puisque j'avais ma compagne qui était en fin de vie, qui était atteinte d'un cancer et qui était en fin de vie. Et j'ai refusé une sélection en équipe de France pour pouvoir rester près d'elle et pour pouvoir l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. J'ai été en fait sélectionné 3 fois en équipe de France et j'ai refusé une sélection. D'accord. Donc, ouais, vraiment déjà un très 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 beau parcours. Et comment t'expliques ça à ton avis? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à atteindre ce niveau de performance et surtout à enchaîner toutes ces grandes courses? Est-ce que tu crois que c'est justement cette sélection avec cette rigueur dans les stages et tout qui t'a permis à chaque fois d'avoir un pic de forme? Ou c'est quelque chose que tu as construit peut-être plus de ton côté? Parce que j'imagine que ça représente qu'une infime partie de l'année, les stages. Toi, comment est-ce que tu expliques cette réussite tout simplement? Sur quel levier tu t'es démarqué? Est-ce que c'est par ta sagesse à l'entraînement, par ta régularité, par des capacités, on va dire, un peu hors normes sur le long? Comment t'expliques cette réussite? Bah, je pense à l'origine, la réussite, elle est due comment dire, euh, d'être cool, de pas chercher à voir. Moi, j'ai jamais cherché à rentrer en équipe de France. Je sais que ça aurait été, c'était un peu le rêve à Antoine, pouvoir porter une fois dans sa vie le maillot de l'équipe de France. Je pense que c'est peut-être ce qui lui a manqué. Là, à l'heure actuelle, il a tout gagné, il a gagné plein de courses, mais moi, ça a jamais été un objectif. Je suis pas rentré en équipe de France en cherchant à rentrer en équipe de France. Je suis rentré en équipe de France par hasard, puisque je me suis mis sur une distance comme ça, pour le fun, puisque je pouvais pas gagner sur la distance en dessous, puisque bah, c'était un peu barré. J'en avais marre de faire un peu deuxième, alors je me suis dit, tiens, on va monter sur ça. Et j'ai jamais cherché à y rentrer, j'ai pas forcément cherché à y rester, et j'ai couru comme ça venait. Que je sois en équipe de France ou que je sois pas en équipe de France, ça m'a jamais monté la tête, ça m'a jamais fait aller au-delà de mes limites. On va dire, c'est toujours resté, je suis toujours resté pareil et ça n'a jamais été des objectifs précis. Je pense que c'est la décontraction, c'est la façon de vivre. Une façon de vivre un peu au jour le jour, cool, on verra bien comment demain est fait, et qui m'a permis d'atteindre ce niveau, puisque si j'aurais été dans l'objectif de l'atteindre, beaucoup sont dans l'objectif de l'atteindre et l'atteindre jamais, n'arrivent jamais à porter un maillot de l'équipe de France, puis ils ont toujours rêvé, ils ont toujours essayé, ils n'ont jamais réussi, puisqu'ils se sont donné ils se sont mis trop de pression, je pense. Je vois, ouais. Moi j'ai la chance là d'avoir jamais cherché à faire. Il y a plein de choses dans ma vie que j'ai jamais cherché à faire et que j'ai obtenu sans chercher à le faire. Voilà, tout Hmm. simplement. Ouais, donc c'est très intéressant comme point. Si je résume, c'est vraiment le fait d'aborder la vie en général, même avec une certaine décontraction, de pas se prendre la tête et de pas se priver sans arrêt et s'écœurer tout simplement aussi, ou alors au pire se blesser, se fatiguer. Voilà, moi ce que je retiendrai de ça, c'est vraiment, ça se voit d'ailleurs dans ta personne, tu es quelqu'un de très décontracté, très cool. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on a la preuve aujourd'hui. Ah bah, il est possible de réaliser de très grandes choses sans forcément se prendre la tête, tout simplement. Rester soi-même, en totale décontraction. Et puis, je pense que même au niveau, pour aller encore plus loin, hein, même au niveau physiologique, ça peut jouer tout simplement parce que quelqu'un qui est très stressé,
il récupère moins bien, il dort moins bien, il se sent moins bien au quotidien. Et je pense que c'est peut-être l'une des clés aussi, on en parlera après, mais les avant-courses et tout, t'étais peut-être pas quelqu'un d'extrêmement stressé à Mm. l'approche des compétitions, et tu gardais de la fraîcheur mentale. Et ce qui est très 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 important sur le long, c'est d'aborder les courses avec une fraîcheur importante. Du coup, c'est la question que je vais te poser. Comment est-ce que tu gérais l'avant-compétition et comment t'expliques que t'arrivais à performer à chaque 100 km quasiment dans tes années en équipe de France? En fait, l'avant-course, moi, je l'ai toujours géré comme n'importe quelle course. C'est vrai que je vais pas, j'ai toujours été très décontracté. J'ai jamais fait attention à ce que je mangeais. On va dire, je faisais attention quand même à ce que je pouvais boire, hein. J'évitais quand même, avant une prépa, dans une prépa 100 km, c'est certain que j'allais pas faire une grande fête d'anniversaire 15 jours avant d'aller à un championnat du monde. On allait éviter quand même. Ça m'a pas empêché des fois de boire une coupe de champagne ou voilà, ou un petit apéritif entre amis, même quelques jours avant une grosse compétition, hein. Faut pas se priver de tout. Bien Comme sûr. j'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui se prive. Je faisais peut-être attention la dernière semaine à mon alimentation, à éviter voilà, certains plats trop gras ou certaines viandes trop rouges la dernière semaine avant des gros événements. Mais jamais j'ai pu faire comme beaucoup d'athlètes, manger des graines ou peser mon alimentation, tant de ci, tant de ça. Non, j'ai jamais fait attention à ça. Le, Tout ce qui est boisson, je faisais attention. Bien sûr, l'alcool, faut faire attention quand même. Mais je me suis jamais privé. On va dire le mental, je pense que c'est ça la base de ma réussite. Faut être bien dans sa tête pour bien courir déjà. Et si vous privez de tout, c'est compliqué de rester bien dans sa tête. Faut avoir une vie. Moi, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie de famille. Faut vivre avant de commencer à essayer de penser que course à pied, quoi. Faut un équilibre. Faut un équilibre dans tout. Faut pas faire n'importe quoi, mais faut aussi rester très décontracté et très zen dans son approche. En gros souvenir que j'ai, c'est ma première sélection au Qatar. Je me rappelle 1 heure et demie avant le départ de l'épreuve, avant le départ des championnats du monde. Attention, c'était quelque chose, hein, mais je m'en étais pas rendu compte. J'étais dans ma chambre d'hôtel, j'étais à l'hôtel Torch à Doha au Qatar, avec le staff de l'équipe de France et tout ça. Je me préparais, la ligne de départ était finalement juste au pied de l'hôtel, alors j'avais pas de parcours à faire. Et puis je m'étais mis sur la tablette, j'avais contacté la famille, j'étais en visio avec mes parents, avec mon frère et tout ça, et je déconnais avec eux en train de me préparer, en train de mettre mon petit short équipe de France, mon maillot marqué France dessus, préparer mes chaussures, la puce et tout ça, les baskets, les dossards et tout ça très décontracté, comme si j'allais courir une petite course au fin fond de ma campagne. Et je me suis rendu compte ce jour-là, simplement, c'est 5 à 10 minutes avant le départ que j'étais un championnat du monde. C'est quand je me suis retrouvé sur la ligne de départ. Et là, ce jour-là, j'ai pris mesure des choses. On peut être très décontracté, mais ce jour-là, quand je suis allé sur la ligne de départ et que j'ai regardé tous les maillots que j'avais autour de moi, avec tous les noms de pays qui étaient marqués et que c'était marqué Championships, c'est le championnat du monde au Qatar à Doha. Je vous avoue que c'est vrai qu'avant de prendre le départ de ce premier 100 km championnat du monde, c'était mon deuxième 100 bornes. Je vais pas vous cacher, ce jour-là, avant le départ, j'étais en pleurs. J'ai pris la mesure des choses que ce jour-là, 10 minutes avant le départ, et j'en ai pleuré avant le départ en me disant, mince, un maillot de l'équipe de France. Mais sinon, c'était plus que c'était le premier que j'avais pas réalisé. Mais c'est simplement pour dire, faut rester cool le plus longtemps possible, et c'est ça la base de la réussite. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Et j'imagine même que sur la longue distance, je pense que ça, le fait d'être cool, d'être détendu, puisque c'est des formats, on va dire, ouais, donc très longs, qui demandent vraiment un esprit calme. Faut pas s'énerver, hein, parce que là, on a 6, 7, 8 heures de course. Donc on peut pas se permettre d'être stressé dès les premiers kilomètres. Donc c'est pour ça que je vais te poser la question. Comment est-ce que tu gérais justement tes courses? À quoi tu pensais? Est-ce que tu as des souvenirs C'est vrai que les gens me posent souvent la question, à quoi on peut penser quand on court comme ça 6, 7 heures? Qu'est-ce qui te motivait? Quelle était ta vision? Comment est-ce que tu te disais, bon allez, plus que 10 km? Comment est-ce que tu te motivais pendant la course et qu'est-ce qui t'a permis à chaque fois d'aller repousser tes limites pendant ces formats? Moi, sur les courses, ça a toujours été assez compliqué, c'est le départ avant tout, puisque j'ai tendance à partir vite. Et ce qu'il faut pas forcément, normalement, sur les longues distances, le mieux, c'est de rester régulier le plus possible. De ne pas aller au-delà de ses allures, il ne faut pas aller plus vite. Faut pas aller non plus trop moins vite, mais le mieux c'est d'aller même un peu moins vite que trop vite, hein, puisque dès que vous grillez trop de cartouches dès le départ, c'est hyper dangereux pour la suite. Ce que vous donnez au départ, vous le perdez à l'arrivée. Et moi, c'était mon danger, c'était mon problème. J'avais tendance à partir beaucoup trop vite à chaque fois. J'avais besoin de me sentir au contact des meilleurs, j'avais besoin de me sentir dans la bagarre dès le départ. Alors, j'ai pas toujours été économe sur les premières parties de course. Ça m'a valu des grosses fessées sur les deuxièmes parties par moment. Et puis sinon, voilà, c'est le maximum, c'est gérer au maximum, éviter les moments d'euphorie quand vous arrivez vers le 45-50e, puisque vous sentez bien, vous pouvez avoir des moments d'euphorie, vous pouvez avoir un adversaire qui met une mine à ce moment-là et vous enflammer et lui en remettre une alors que c'est du grand n'importe quoi, faut surtout pas faire ça. Et puis dans la course, vraiment penser à s'alimenter, à boire et à s'alimenter correctement, à s'hydrater, puisque sur du long comme ça, tout ce que vous prenez, les premiers kilomètres, tout ce que vous prenez toute la première partie de course, c'est ce qui va vous faire tenir sur la deuxième partie. C'est d'office. Et surtout, essayer de penser aux choses positives. On a tous un moment où on est vraiment dans le dur. De toute façon, que ça soit coureur lambda qui court en 12, 13, 14 heures, même plus, 500 km, ou un coureur qui va le courir en moins de 7 heures, on est tous dans le même état quand on arrive à un certain nombre de kilomètres. Alors, quand vous arrivez vers le 70-80e kilomètre, voilà, le corps il a mal, il souffre autant pour un coureur lambda que pour un coureur expérimenté. Et c'est à ce moment-là où la tête elle doit prendre le relais. La tête c'est elle qui fonctionne, c'est elle qui va faire tourner les jambes, et c'est elle qui va dire allez, on oublie la douleur. Et pour oublier la douleur, faut penser à des choses positives, on peut penser à sa famille, à ses amis, à des moments festifs, à des moments agréables. Voilà, faut essayer d'oublier qu'on est dans la course, faut se mettre dans une autre bulle et partir dans un autre monde presque des fois, courir, se voir courir, mais être dans un monde parallèle en se disant ouais là je suis bien et tout. Essayer de se mettre vraiment ailleurs et dans une autre bulle pour oublier tout ce qui est douleur musculaire et douleur articulaire. Hmm. Ça, je pense que c'est un aspect qui est trop souvent négligé et qu'on connaît pas trop, on maîtrise pas trop. C'est vraiment à quel moment dans la course on rentre un peu en état de transe parce que comme tu le disais, dans le long, il faut obligatoirement avoir une capacité d'acceptation de la douleur largement au-dessus de la moyenne. C'est surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut voir encore une fois que tu n'étais pas dans le combat à proprement parler, justement, tu essayais de t'évader de cette douleur et de presque te sortir de ton enveloppe physique pour penser à des souvenirs positifs, voilà, des moments de vie agréables. Ce qui explique peut-être, justement, encore une fois, tu as des contractions, tu n'étais pas dans le combat à te dire à tout prix, voilà, faut que je passe à travers cette douleur. Tu n'étais pas forcément dans le combat, d'après ce que je comprends. Non, mais quand vous êtes dans cet état-là, quand vous avez des douleurs qui sont vraiment présentes,
je pense que ça sert à rien de lutter contre ces douleurs. En fait, c'est la tête qui va vous diriger, qui va prendre la relève. Et après, faut être bien dans sa tête, hein. On n'aborde pas ce genre de distance en étant pas bien dans la tête, hein. Si vous n'avez pas une vie posée et que vous n'êtes pas bien dans votre tête, c'est compliqué à passer au-delà. Mais sans s'en rendre compte, moi j'arrivais à justement, je vais pas lutter, je luttais pas contre toutes ces douleurs, je laissais couler, je laissais aller. Et j'essaie d'oublier. Et puis c'est ma façon de faire et ça marchait très bien. Et je pense que beaucoup de collègues de l'équipe de France, je pense qu'ils étaient un peu dans le même principe. Puisque tous ceux qui ont voulu lutter contre la douleur et en rajouter à ces moments-là, souvent ils mettaient le clignotant, ils se garaient dans le bas-côté et puis ils ne pouvaient plus bouger, hein. Faut savoir lâcher prise, lâcher du lest et puis essayer de partir essayer de se faire plaisir à penser à des choses positives et attendre que justement que la tête prenne on va dire le relais aux jambes et qu'elle permette de faire tourner les jambes, quoi. Hmm. Et est-ce que tu as justement un souvenir d'une course en particulier où tu as ressenti un niveau de douleur très fort et comment encore une fois, de manière précise, t'es passé à travers ça? Est-ce que tu as un souvenir plus marquant que les autres ou j'imagine peut-être que chaque course était très difficile ou pas du tout? Comment est-ce que toi tu... Ouais, j'ai un souvenir, mais c'est pas du tout sur du très très long. C'était pas sur 100 bornes. C'était un souvenir, c'était le jour c'était le jour d'une Trans B, mais c'était pas la Trans B, c'était ce jour-là. Avec mon frère Antoine, on avait couru la Trans B, on rentre le soir même, et puis il me dit, c'est une anecdote hein, encore, il me dit, bah tiens Ludo, ça te dirait de faire le trail des Évoisons, c'était le 46 km des Évoisons. Et il me dit, il n'y a plus que jusqu'à ce soir pour s'inscrire, et c'était la semaine qui suivait, le week-end qui suivait. Je lui dis non, non, je dis Antoine, je suis pas préparé, j'ai pas fait de foncier, j'ai pas la caisse pour faire les évoisons et tout. Il est hors de question, je le fais pas et tout. Il me dit si, si, tu vas le faire avec moi. Je lui dis non, 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 je m'inscris pas aux évoisons, il est hors de question et tout. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit ouais, bah Ludo, c'est mort, dimanche tu viens courir avec moi, je t'ai inscrit aux évoisons, t'es inscrit, dimanche tu cours avec moi. Le 46 km. Et ce jour-là, je lui ai dit, bah, ok, d'accord, tu m'as inscrit, ok, je vais le faire, mais bon, j'étais pas préparé. Et ce jour-là, je suis arrivé aux Évoisons, je me suis dit, ok, toi, t'as pas été gentil avec moi, tu m'as inscrit, je voulais pas courir, tu as voulu absolument courir avec moi. Et dès le départ, je suis parti comme si je faisais 5 bornes, quoi. Mais, bam, c'était à toi, à moi, on était trois, il y avait moi-même, Antoine, et un super trailer, je sais plus comment il s'appelait, Delbar, je crois. Mais c'est un très très bon trailer, très costaud, et avec qui j'ai aimé courir justement, puisque très 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 bon. Et sur cette course-là, je suis parti vraiment très très vite. J'ai mis la mécanique en route dès le départ. Et avec Antoine, c'était à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Et au bout de 10-15 bornes, il se sauve tout seul. Il en a eu marre que je remette mine sur mine. Il a mis une accélération, il est parti. Et je suis resté longtemps avec le trailer qui était avec moi. On est resté très longtemps ensemble et arrivé au 30e, mais j'ai eu un coup de barre mais phénoménal. J'étais en hypo. En haut d'une montée, j'étais en hypo, j'en pouvais plus. Je pensais presque abandonner au 30e kilomètre, quoi. Et pendant 500-600 mètres, j'ai marché. J'ai marché le trail des Évoisons pendant 500-600 mètres. Je me suis alimenté. J'ai pris du sucre, un ou deux tubes, une barre de céréales. J'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Et je suis reparti et, en progression. Et arrivé au 38e, je doublais le trailer, le très bon trailer qu'on avait avec nous. Et arrivé au 40e, je doublais Antoine. Et au 40e, je donnais à Antoine tous mes ravitaux et tout. Il était épuisé, il n'en pouvait plus. Et on était sur un faux plat montant. Il n'arrivait plus à courir, il marchait. Et je l'ai alimenté, je lui ai donné mes ravitaux et tout. Et puis je lui ai dit, bon, bah, je repars. Mais au 40e, on faisait 46 km. C'était, les Évoisons, c'était encore 46 km à cette époque-là. Il restait 6 km, je savais que j'allais la course gagner, alors qu'au 30e, j'ai failli abandonner. Au 30e, j'étais carbonisé, prêt à abandonner, prêt à me mettre sur le bas-côté.
c'est plus que j'étais en pleine nature que j'ai pas abandonné. Et au 40e, je savais que j'avais gagné et j'étais facile. C'est là où j'ai le souvenir, où j'ai eu un moment de vraiment de doute et où j'arrivais vraiment pas à passer au-delà de la douleur, où j'étais vraiment, mon corps m'a dit, t'es en hypo, t'as ça, t'es mal. Et c'est vraiment la course où je m'attendais vraiment pas à gagner et que j'ai gagné vraiment à surprise générale, hein. Même les gens à l'arrivée, ils s'y attendaient pas du tout que je gagne cette course devant Antoine ou le très bon trailer qu'on a avec nous. Et voilà, c'est simplement unique. Vous êtes carbonisé au 30e et vous gagnez au 40e. Vous savez que vous allez passer la ligne d'arrivée au 46e en tête, quoi. Incroyable. Encore une fois, hein, de ce que je vois, tu avais quand même quelque chose en plus sur le long. Tu avais vraiment cette capacité à accepter la douleur et à rebondir derrière. Là, on peut voir que, comme tu l'expliquais, hein, c'était un peu du double tranchant. Soit la douleur arrivait, tu essayais de forcer par-dessus et là, tu te carbonisais complètement. Mais non, justement, tu as eu ce recul, tu as compris que Ouais, c'était pas possible de forcer et qu'il fallait faire une petite pause pour repartir de plus belle et retrouver des sensations. Et ça, je trouve que c'est très intelligent, justement, et tout le monde ne l'aurait peut-être pas fait. c'est grâce à l'expérience que j'avais déjà en équipe de France, je pense. J'avais déjà été faire des championnats du monde en équipe de France et j'avais cette petite expérience où quand ça va pas, on laisse passer et on s'alimente et surtout on pense à recharger son corps, quoi. Et, euh, et ce jour-là, en fait, j'ai gagné cette course-là puisque j'étais pas content qu'Antoine m'ait inscrit. Je voulais surtout pas courir puisque j'étais pas prêt. Et je l'ai gagné grâce à ça, puisqu'en fait, je suis parti comme un furieux. Et j'ai gagné la course en mettant du rythme dès le départ à des adversaires qui étaient largement mieux que moi. J'aurais pas mis ce rythme que j'ai mis au départ à partir, on va dire, au casse-pipe. Je suis parti au casse-pipe en me disant, pour être cramé, on va se cramer. Et c'est comme ça que j'ai gagné cette course. Et ce jour-là, je la gagne en mettant dans le dur des mecs qui sont largement meilleurs que moi sur cours. Ah, donc Et comme je les ai quoi, forcés à avancer dès le départ. Je les ai forcés à se mettre dans le rouge après le départ. Et c'est grâce à ça que j'ai gagné cette course. Et moi, ce jour-là, j'ai réussi à rebondir ce qu'eux n'ont pas réussi à faire, quoi. la stratégie de course, des fois, elle est importante, hein. Ouais, ouais, ouais. C'était intéressant, ouais, tu les as poussés dans leur retranchement, et vu que tu savais que tu avais des possibilités sur les derniers kilomètres dans le long, et là, c'est là qu'ils ont pas tenu le coup, et que toi, tu as réussi à prendre Ouais, l'ascendant. ouais, Et ouais. je pense effectivement que si tu n'avais pas fait ça, t'aurais sûrement pas gagné cette course, Ah, effectivement. je l'aurais jamais gagné. J'aurais attendu derrière dans leur dos. J'aurais jamais gagné ce jour-là, quoi. Ça, c'est une certitude. Très belle anecdote. Très intéressant. Et du coup, bah, je vais en profiter pour aborder le sujet un peu, parce qu'on n'en a pas parlé, et c'est quand même central dans le 100 km. Quelle était un petit peu ta stratégie alimentaire sur les courses? Est-ce que tu avais un protocole très, très précis, ou est-ce que justement tu étais encore une fois, j'écoute mon corps à 100% et je lui donne ce qu'il a envie? Ou est-ce que c'était toujours les mêmes aliments au même moment? Est-ce que tu complémentais un petit peu ton eau, hein, j'imagine, avec des électrolytes, avec du sel, de l'eau gazeuse? Enfin, comment est-ce que tu gérais un petit peu l'aspect nutrition à l'effort? Alors, sur 100 km, c'est hyper particulier. On veut toujours avoir un plan. On se monte un plan, on dit, bah tiens, tel kilomètre, je vais prendre ça, tel kilomètre, je vais prendre ci ou ça. On essaie toujours d'essayer de préparer vraiment le truc spécifique et on le tient jamais. Ça passe jamais comme on veut. J'ai tout essayé, hein, j'ai essayé plein de trucs. À commencer par des sucres rapides, hein, tout ce qui est gel, des choses comme ça, ce qui n'est pas forcément super, hein. Moi, ça m'a jamais bien réussi ce genre de choses. Mais bon, fallait bien courir avec ça, c'est quand même plus pratique. Bien sûr. Et j'ai jamais réussi à suivre forcément les plans précis. Moi, je sais que les 50 premiers kilomètres, je buvais beaucoup de boissons énergétiques. Alors, j'alternais boissons énergétiques. Tous les 5 bornes, bien sûr, ou quand on peut, quand on veut, quand le corps le demande. Mais il ne faut pas toujours attendre que le corps le demande, puisque quand il réclame de trop, ça veut dire que vous êtes déjà en hypo. Alors, il faut surtout penser à tous les 4-5 km s'hydrater, pas des grosses quantités, mais s'hydrater tout le temps en permanence. Alors, en alternance, je faisais boisson énergétique et eau, boisson énergétique
et eau, tout le temps, tout Ok. le temps, tout le temps. Donc ce que tu appelles boissons énergétiques, c'est les boissons isotoniques du coup Voilà, qu'on retrouve voilà. chargées Voilà, en électrolytes. ça peut être comme toutes les marques qu'il peut y avoir, hein. On connaît Isostar, Oui, oui, toutes bien ces sûr. marques-là. Alors, qui étaient plus ou moins, qui étaient avant tout adaptées aux très longues distances, Mhm. pas aux efforts courts, aux très longues distances. Je compensais avec des gels, des choses comme ça, mais j'essayais de prendre le plus naturel possible. J'essayais de partir sur des produits naturels. Mhm. J'avais arrêté les gels tubes qui étaient un peu trop écœurants. Sinon, il fallait que je les dilue dans l'eau, puisque sinon, c'était un peu trop dur à prendre pour moi. Et puis on va dire à partir du 50e, la spécificité, sur 100 km, vous digérez plus bien. Votre appareil digestif s'arrête à une certaine vitesse, il fonctionne plus très bien et il vous abandonne en fait, hein. Les jambes elles tournent, mais l'appareil digestif vous abandonne et ça devient très compliqué de s'alimenter. Et j'étais beaucoup sur boissons énergétiques, eau, boissons énergétiques et beaucoup de coca. Moi qui buvais quasiment jamais de coca, c'est pas une boisson que j'apprécie beaucoup. Sur 100 bornes, je pouvais me retrouver à boire 2 litres de coca, 2 litres 5 de coca, dégazéifié bien sûr. Il fallait prendre dégazéifié. Et je me retrouvais à boire ça et à finir ma course sans m'alimenter, mais qu'à ça. Au coca, 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 coca. Tous les 5 bornes, pof, coca, coca. Et je suivais ce que mon corps me demandait. Alors, des fois, ça m'est arrivé même sur certaines tables de prendre des vaches qui rient. Je me régalais. Je me rappelle d'une course au 90e. J'avais l'impression de manger dans un restaurant étoilé en mangeant des vaches qui rient, en ayant plein les doigts et en suçant mes doigts en courant. Tellement, mais c'est le corps qui demande et j'essaie de faire plaisir avec des choses simples D'accord. à mon organisme. Mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'arrivais pas à manger quoi que ce soit de dur. Alors les barres céréales, c'était fini. Ok. Je pouvais pas mâcher. En fait, sur un 100 bornes, le problème, c'est que j'arrivais plus à mâcher. J'ai jamais réussi à courir en mâchant quelque chose dans la bouche. Ça a toujours été compliqué. Alors il fallait des trucs qui se dissouent en fait dans la bouche et que je mâchouillais sans être obligé de croquer. D'accord. Donc encore une fois, tu étais assez instinctif et à l'écoute de tes sensations là-dessus. Il n'y avait rien de prédéfini. Et est-ce que tu emportais avec toi tes ravitaillements ou tu comptais uniquement sur les ravitaux présents dans la course? Je pense notamment, bon, j'imagine la boisson, tu en avais quand même avec toi. Mhm. Mais est-ce que tu avais quelqu'un qui te ravitaillait? Enfin, comment est-ce que tu gérais ça? Alors, j'avais toujours en permanence sur moi un petit quelque chose, hein, en cas de Oui, problème. Après, il y avait les ravitaux sur la course, qui étaient importants. Mais par contre, je prévoyais aussi, j'avais toujours mon suiveur. ok. J'avais toujours mon suiveur vélo. Sur 100 km, on était autorisé à avoir un suiveur vélo. Au début que j'ai commencé le 100 bornes, on avait des zones précises de ravitaillement. Ce qui a été supprimé et ce qui maintenant n'existe plus. Maintenant, on peut se ravitailler sur toute la course. Notre suiveur peut venir sur toute la course, ce qui est pas mal, hein. Les zones précises de ravitaillement, c'était bien aussi, mais bon, on voyait que tout le monde ne le respectait pas. Et quand ça ne respectait pas, c'est pas forcément ceux qui respectaient qui prenaient, qui étaient bien. Ceux qui respectaient pas, ils se faisaient pas forcément prendre et ils prenaient pas forcément de carton rouge ou ils se faisaient pas Oui. exclure. C'était un moyen d'exclusion de course, hein. Ah oui, d'accord. C'était une règle. Hmm. Mais on a toujours eu, même dans ce domaine-là, il y a toujours eu aussi des tricheurs. Et voilà, c'était pas évident d'avoir un juge arbitre derrière chaque coureur pour vérifier que les mecs ils prenaient bien leur ravitaillement dans les zones de ravitaillement. Alors c'est très bien de l'avoir enlevé, puis par rapport aux conditions climatiques, c'était parfait de pouvoir se ravitailler à n'importe quel moment, puisque si vous faites une course et qu'il fait plus de 30 degrés à l'ombre, se ravitailler dans les zones de ravitaillement, c'est chouette, mais s'il y a un mec qui tombe par terre 2 km avant la zone de ravitaillement, puisqu'il a fait une déshydratation avancée ou n'importe quoi, c'est moins cool. Et ouais, c'est bien de pouvoir se ravitailler partout. C'est une bonne chose que la Fédé ait décidé de mettre ça dans le règlement. Et puis après, moi je suivais beaucoup mon corps, ce qu'il disait.
Mais bon, des fois, il faut pas toujours le prendre au pied à la lettre, hein, puisque des fois, votre corps, il dit, je veux plus rien, mais c'est à ce moment-là qu'il faut aussi le forcer à prendre certaines choses, hein. Votre corps, des fois, il n'a pas envie de boire, hein. Des fois, au 70e, vous n'avez pas envie de boire quoi que ce soit, mais c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, bah non, tu bois, puisque sinon, tu vas te déshydrater. Faut l'écouter et il faut savoir aussi le contrer, quoi. Il faut savoir aussi penser, avoir la lucidité de penser à pas oublier qu'on use beaucoup de calories, beaucoup d'eau et qu'il faut le ravitailler même s'il n'en veut pas, quoi. Hmm. Il faut toujours rester très lucide. C'est ça, ouais. C'est ça que je retiendrai sur la longue distance. C'est vraiment, je pense, qu'il fait la différence, c'est de rester lucide le plus longtemps possible. Et puis écouter son corps et surtout bien se connaître. Je pense que c'était une des clés aussi, hein, tu l'as dit, c'est s'écouter, se connaître parfaitement et donner au corps ce qu'il a envie au bon moment aussi, quoi. C'est important. Et avoir aussi sur les longues distances le suiveur sur son banc, le suiveur Qui... le ou la suiveuse qui est là vraiment pour dire bah tiens, faut que tu te ravitailles, faut que tu Hmm. prennes ça, faut avoir quelqu'un de confiance qui est capable de te donner presque un ordre. Oui, de déceler un petit peu notre état à un instant T pour Voilà, nous dire voilà. attention là, il faut que tu... Voilà, voilà. Oui, Ce qui n'est oui. pas évident, hein, ce qui est pas évident, puisque moi, j'ai jamais, je me suis fait plaisir par moment, j'ai jamais cherché à prendre des gens qui étaient hyper expérimentés en suiveur. Le dernier sans borne que j'ai fait là, à Amiens, pas l'année dernière, l'année d'avant, c'est ma fille de 16 ans qui a fait mon suiveur. Elle s'est super bien débrouillée même, hein. Elle fait partie, je pense qu'elle fait partie des meilleurs suiveurs que j'ai pu avoir dans ma vie, puisque elle a vraiment toujours été hyper là et hyper présente et ça avait bien marché. J'avais pas fait un mauvais chrono, j'avais 7h08, j'avais fait à Amiens, j'étais content de moi. Et non, faut vraiment que tout soit réuni et vraiment être encadré et avoir aussi, ouais, ça compte énormément le suiveur, que ça soit, qu'il soit vraiment présent et qu'il connaisse son athlète. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Je vais maintenant te poser une petite question plus orientée sur, on n'en a pas beaucoup parlé, mais est-ce que tu as déjà été confronté à des gros moments de doute et notamment des blessures dans ton parcours? Parce que voilà, le 100 km, c'est une épreuve quand même très exigeante où c'est pas rare de se blesser, d'être arrêté, la course à pied en général, hein. Donc comment est-ce que tu as géré ces périodes? Est-ce qu'il y en a eu déjà? Et quels conseils tu pourrais donner pour éviter justement les blessures? J'ai eu la chance d'être rarement blessé. J'ai pas eu des grosses blessures. J'ai pas eu de fracture de fatigue. J'ai pas eu de déchirure, de choses comme ça. J'ai eu plus de problèmes des fois, on va dire, au niveau du dos, des maux de dos, des douleurs aux adducteurs. D'accord. Moi, j'ai tendance à avoir les adducteurs qui grippent un peu et avoir des grosses douleurs au niveau des adducteurs par moment. C'est des douleurs qui pourraient ressembler, on va dire, plus ou moins comme des débuts de pubalgie, Mhm. qui n'en sont pas, mais c'est tellement douloureux que ça part un peu sur la même version. Mais ça m'a pas empêché d'avoir des périodes de doute. Et la plus grosse période de doute que j'ai pu avoir finalement dans une prépa, c'était lors d'une prépa sans borne. C'est une fois, c'était après un marathon. J'avais fait un marathon, j'avais fait un très bon marathon en 2h27 en prépa sans borne. Et c'était un mois avant mon 100 km et tout se passait bien jusqu'à 10 jours, 8-10 jours du 100 bornes. 8-10 jours avant le 100 km, je préparais Chavagne-en-Palier en 2015. Et j'ai eu une contracture en allant faire un petit footing. J'étais en période de régénération avant le championnat de France. Et ça fait que je faisais plus grand chose. Je commençais à relâcher vraiment beaucoup. Et j'étais en tout petit footing, sympa et tout, à une allure, on va dire, de 12-13 km/h, même pas mon allure 100 km. Et j'ai eu une contracture dans un mollet, dans le mollet droit, à ne plus pouvoir bouger. Ce jour-là, j'avais la chance, j'étais parti en courant, j'avais mon portable sur moi, j'ai appelé quelqu'un, je vous dis, je pouvais plus marcher, je pouvais plus avancer, j'ai dû appeler quelqu'un pour venir me rechercher. Et ça, c'était une grosse semaine avant les championnats de France de 100 bornes à Chavagne-en-Palier.
Et j'ai été voir mon médecin le jour même, qui m'a dirigé aussitôt vers un kiné. En fait, c'était une grosse contracture du mollet droit, un mauvais drainage dans le mollet. Un mauvais drainage dans le mollet. Là, j'ai eu une grosse période de doute puisque je pensais que c'était fini pour moi le 100 km. Toute la préparation que j'avais faite, je pensais qu'elle était anéantie. Alors bon, je l'ai pris à la légère, j'ai dit tant pis, je vais faire kiné, 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 on verra bien. Et finalement, je suis allé courir le 100 bornes de Chavagne-en-Palier cette année-là. J'avais encore une petite douleur, mais ça allait mieux. Mais j'avais encore une petite douleur qui me disait attention, si au 50 tu vois que tu as mal, tu forces pas, tu laisses passer la douleur. Une toute petite pointe, mais j'ai couru le 100 bornes et j'ai fait 6h57 ce jour-là. Waouh. Mais c'était le doute, hein, le doute total, hein. J'ai dû gérer le doute, j'ai dû gérer la course. À un moment, dans la course, j'avais eu une petite pointe dans le mollet, j'ai dû gérer. Et bon, j'étais assez satisfait de ma course puisque j'ai réussi à faire 6h57 ce jour-là. Et pour moi, c'était quelque chose d'énorme puisque, je vous dis, une semaine avant, je pensais pas courir. Énorme. Encore une fois, t'as pas paniqué, t'es resté calme et ça a payé. Tout simplement laissé faire et j'ai dit bah, si tu cours, tu cours, si tu cours pas, tu cours pas. Et puis il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, tant pis, on prend ça à la légère, on boit une bière et puis ça ira mieux. Énorme. Franchement, je suis admiratif du relâchement que tu as réussi à garder tout au long de ta carrière, de ce détachement, et au final, on se rend compte que ça a été ta plus grande force, je dirais. La preuve, hein, puisque t'es même passé sous les 7 heures ce jour-là, donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Ah ouais, ouais, c'était chouette, hein. Non, de toute façon, la décontraction que j'ai pu avoir dans ces moments-là, ça a été la clé de la réussite, hein, puisque ça m'a permis justement de me dire bah, si tu peux, si tu peux pas, tu peux pas, et si tu y arrives, si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Et c'est ce qui m'a justement permis d'aller plus haut et de pas baisser les bras. Impressionnant en tout cas. Bah, merci beaucoup pour ces belles anecdotes. Je te propose qu'on fasse une petite pause et puis qu'on revienne par la suite pour conclure tout doucement sur justement les conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs. Ok. Pour conclure un petit peu sur l'aspect entraînement, j'avais une dernière petite question à vous poser parce que bah voilà, je vous connais aussi depuis un moment dans le circuit, hein, et j'ai cru comprendre que vous aviez vraiment une faculté d'enchaînement assez impressionnante, voire même du jamais vu, hein, sur le nombre de courses enchaînées et une telle régularité. Comment vous expliquez cette capacité d'enchaînement et qu'est-ce que surtout ça vous a apporté dans votre entraînement? Parce que bah voilà, hein, vous êtes quand même des exemples de durabilité dans le circuit, hein, notamment au niveau régularité des chronos, c'est assez impressionnant. Et comment du coup t'expliques cet enchaînement de courses et pourquoi autant de courses? Ouais, c'est vrai que tu as tout à fait raison d'aborder ce sujet. C'est vrai qu'on a énormément enchaîné. Il y a des fois, on allait courir plusieurs fois le week-end. On a été jusqu'à courir 3 fois en un week-end, ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme. 3 courses, hein, 3 compétitions, je parle, ce qui est énorme. Mais en fait, c'est tout simplement puisqu'on aimait, on aimait courir, on aimait gagner. On aimait courir, on aimait gagner, on a toujours aimé se donner. Et c'est venu naturellement d'enchaîner. C'est le plaisir de gagner, le plaisir de. On se- on n'a jamais trouvé autant de plaisir en compétition qu'à l'entraînement. En compétition, quand on arrivait sur les départs de course, on prenait du plaisir à courir, à aller au contact, à aller à la bagarre. Et je pense que c'est ça qui nous a fait enchaîner, enchaîner, enchaîner. Et ça nous a permis de rester finalement à un niveau très performant pendant pas mal de temps, puisqu'au final, on compensait l'entraînement, le manque d'entraînement à la compétition. On s'entraînait peu la semaine, on faisait de l'entretien beaucoup la semaine, peut-être de temps en temps une petite séance de vitesse en milieu de semaine, et on enchaînait plusieurs courses le week-end. Et les courses qu'on faisait le week-end, c'est ce qui nous permettait de garder un niveau d'entraînement
en fait, on l'incluait dans l'entraînement. Ça nous permettait de garder un niveau, un très très bon niveau, et ça nous a permis d'enchaîner, enchaîner, enchaîner. Mais faut se dire qu'en fait, la semaine, on faisait pas grand-chose. À une époque, quand on performait le week-end, on faisait plus grand-chose la semaine. C'est justement la question que j'allais te poser parce que évidemment vous étiez obligé de faire à chaque fois des mini affûtages chaque semaine donc évidemment on peut pas faire des grosses séances intenses et aller gagner tous les week-ends pendant plusieurs mois voire même plusieurs années Ouais, ouais. d'affilée. C'est ce que je trouve vraiment remarquable et comme quoi il existe différentes philosophies d'entraînement. Alors il y en a qui vont critiquer cette méthode, il y en a au contraire qui ça va apporter. Moi en tout cas je trouve ça vraiment impressionnant et notamment mentalement la capacité de toujours se battre chaque semaine et puis d'arriver à remporter course après course comme ça, sans jamais se lasser au final. Mm. Je trouve ça vraiment impressionnant, Bah, sincèrement. ouais, sans jamais se lasser, on s'est pas lassé puisque finalement on s'est fait plaisir à courir en compétition. On s'est super bien amusé. Et on s'est surtout pas trompé. En fait, on peut pas enchaîner tous les week-ends si on s'entraîne normalement la semaine. C'est ça surtout. Alors en Ouais. fait, faut adapter son entraînement de la semaine par rapport à ce qu'on a fait dans le week-end. Si on a enchaîné une course le dimanche et une course le samedi, une course le dimanche, bah, vous n'allez pas faire une semaine comme vous faites une semaine classique, hein. Vous allez alléger votre semaine, vous allez repartir sur du footing lent le lundi, mardi, mais vraiment faire de la récup. Faut penser à faire récupérer le corps avant de commencer à retaper dedans. C'est certain que un athlète qui décide de faire ça demain, s'il n'allège pas ses semaines, bah, il va se cramer, il pourra pas suivre. En fait, il faut avoir des semaines allégées, des week-ends puissants, quoi. C'est tout. On s'adapte à ce qu'on fait le week-end. Et est-ce que tu penses sincèrement que cette méthode a pu vous rendre plus performant ou vous l'avez fait juste pour le plaisir? Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un gain réellement dans la performance ou pas forcément? Enfin, quel est ton avis Je, là-dessus? je- Ça dépend ce qu'on recherche. Je pense pas qu'il y ait un gain réel, mais on perd rien. C'est ce que j'allais Il n'y a dire, c'est le pas de maintien, ouais. perte. Il n'y a Ouais. pas de perte. Le gain, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment, puisqu'on ne travaille pas le spécifique, puisqu'on pouvait enchaîner le week-end sur des semis, sur des 10, sur des 5, sur toute distance. Alors, en fait, simplement quelqu'un qui veut performer, faire un super chrono, je ne sais pas si c'est la solution à prendre. Il peut le faire un peu pour se mettre en route, hein, pour, on va dire, taper dans la caisse. Mais après, il faut quelqu'un qui veut vraiment viser un chrono, un objectif particulier et vraiment un super chrono particulier. Je pense que la meilleure prépa, c'est de le préparer sans forcément s'échapper à droite à gauche, à aller faire des courses par-ci, des courses par-là. C'est parce que nous, on n'a jamais cherché à faire les meilleurs chronos possibles, on n'a jamais cherché à aller faire temps, faire temps, faire temps. L'objectif, c'était la gagne. C'était pas le chrono. Et puis, si vous gagnez devant des mecs qui valaient largement mieux que vous au chrono, mais qu'à chaque fois vous finissiez devant, bon, je pense qu'il n'y avait même pas besoin d'aller chercher un chrono. Nous, on avait passé 30 balais, on n'avait pas des chronos, ça voulait pas dire grand-chose. Ce qui voulait dire quelque chose, c'était la gagne. De toute façon, on a toujours eu un leitmotiv dans la famille. On s'est toujours tiré la bourre et on a toujours voulu gagner, puisque Antoine, il avait un mot qu'il disait toujours, il disait le deuxième, on s'en souvient jamais. Il n'y a que le premier qu'on se souvient. C'est Et vrai. voilà, ça a jamais eu d'intérêt pour nous le chrono. Ça n'a jamais eu de grands intérêts. Je pense qu'on aurait pu descendre nos chronos, faire des meilleurs chronos que ça, Oui, oui, je pense aussi. largement meilleurs. Mais au final, quand je vois ce qui a été fait, le nombre de courses qui a été gagné et surtout les athlètes qui ont été rencontrés, on n'avait pas à pâlir quand on voyait la densité et la qualité des personnes avec qui on a pu courir et C'est clair, avec c'est qui on clair. a pu bagarrer, qu'on a pu battre. C'était unique et je pense que si on prend les noms et les palmarès de tous ceux qu'on a pu rencontrer, euh, les battre une fois c'est bien, les battre à maintes reprises en enchaînant autant de courses, bon, il n'y a pas à chercher, hein. C'est encore mieux. Alors le chrono, il veut rien dire pour moi.
Très intéressant. Bah, tu vois, ça confirme un petit peu, encore une fois, ce que je pensais, hein. C'est avant tout se faire plaisir. Et effectivement, moi, en tant qu'entraîneur, je pense pas que ce soit la meilleure solution, effectivement, pour aller chercher la performance absolue, hein, Mm. comme tu l'as très bien dit. En revanche, c'est pour moi très, très, très impressionnant. Et puis, ça rajoute énormément de souvenirs et ça remplit une carrière d'émotions très intenses et je Ah pense ouais. que ça en vaut la chandelle aussi. C'est des choix, tout Mm. simplement. Vous avez décidé de faire ce choix et je pense que ça a payé aussi parce que c'est vrai que quand on fait très très peu de courses, bah, on nous voit pas souvent non plus et puis on peut pas vivre notre passion aussi intensément, je pense. Donc Ouais, c'est un très bon ça, choix pour vous, je ça, pense. ça nous a permis d'être un peu les chouchous aussi de journalistes, hein, au Courrier Picard, à France Bleu, de Mathieu Dubrul, hein, qui parlait beaucoup de nous. Bon, on s'est fait connaître grâce à une fratrie aussi, hein. Tout seul, c'est bien, à plusieurs, ça fait la différence aussi, hein, surtout quand on performe à deux ou à trois. Bon, voilà, le nom apporté grâce à tout un ensemble, et puis après, on aurait peut-être été différent si on avait 20 ans. Aussi, On aurait aussi, eu 20 ans, on aurait peut-être cherché à faire les chronos. c'est possible. Mais là, j'étends, 10 ans de plus, les chronos, voilà, ça servait à rien de chercher à les faire. Les chronos, les meilleurs chronos, ils étaient déjà derrière. Hmm. Alors, on aurait été beaucoup plus performant. Gamin, on serait parti dans le domaine de l'athlétisme en étant jeune. On avait été repérés, moi et Antoine, l'un comme l'autre, hein, étant gamin, mais on partait dans des voies différentes. Tous les deux dans le privé, moi, dans les shows de course. Antoine a fait quand même sport-études en tennis de table. On partait dans des voies qui étaient totalement différentes à la course à pied. Alors voilà, on aurait commencé jeune, oui. Je pense que le parcours n'aurait pas été le même. On aurait été meilleur, c'est une certitude. Mais on est hyper satisfait moi personnellement, et je pense qu'Antoine aussi, on est hyper satisfait d'avoir réalisé ce genre de choses. Et puis, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous a fait plus plaisir, c'est de voir des jeunes se mettre à la course à pied. Et le plaisir qu'on a, c'est de donner D'inspirer les gens comme ça, ouais. inspirer les gens, ça fait plaisir de prendre des photos avec les gamins et puis de donner, on a tendance à donner beaucoup de trophées, beaucoup de coupes à la sortie des podiums à tous les enfants qui étaient là, quoi. Et ça, c'est des trucs, des souvenirs, on a plein de souvenirs comme ça qui sont vraiment géniaux et voilà, on n'a pas la même philosophie à 30 qu'à 20. Très intéressant. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette explication et encore une fois, moi, à titre personnel, je reste vraiment admiratif de tout ce que vous avez accompli en tout cas dans la Somme. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, je tiens à le souligner, il y en a très très peu qui ont réussi ce genre d'exploit. Parce que pour moi, c'est un exploit d'être capable de reproduire les mêmes chronos année après année, d'avoir toujours cette rage, cette combativité à chaque fois, ce goût de l'effort. Et en tout cas, c'était très impressionnant de vous voir évoluer. Donc merci pour ces jolis souvenirs. Merci. Ça y est, on arrive tout doucement du coup sur la fin du podcast. Ça a été vraiment très très instructif et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront ou pas dans tes propos, mais en tout cas pourront en tirer profit, ça j'en suis absolument certain. Un grand merci à toi. Et avant de finir, bah, je te demanderais, est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs pour conclure un petit peu ce podcast? Voilà ce qui te vient. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent, qui soient coureurs débutants ou confirmés? Quel message tu pourrais leur donner? Moi, le premier conseil que je peux donner à toutes les personnes qui veulent faire de la course à pied, qui veulent le faire pour le plaisir pur ou même pour progresser, pour évoluer, même en compétition, c'est se faire plaisir, c'est essayer de s'amuser, c'est essayer de passer des bons moments et le faire comme un plus, pas le faire pour dire d'absolument performer, le faire comme si c'était un supplément dans la vie,
comme si ça pourra apporter quelque chose, pour apporter un bien-être, sans se prendre la tête, sans aller forcément se mettre la pression, aller chercher les chronos, les ci, les ça. C'est vraiment avant tout prendre du plaisir, s'amuser et ne pas se prendre la tête. C'est la première chose que je dirais à toutes ces personnes qui veulent performer ou courir. Très beau message, et puis bah, ça te définit bien, hein, justement, de tout ce qu'on a parlé sur le podcast. Je pense que ça a été ton point fort aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point le mental peut nous détruire ou au contraire nous élever. Et que je pense, en tout cas, en ayant vécu ça, hein, pour être honnête avec toi, je pense qu'au début, quand j'ai commencé, moi-même, je me suis mis énormément de pression. Et je n'ai jamais autant performé que depuis que j'ai appris justement à avoir cette décontraction qui, je pense, est indispensable, peu importe votre niveau, vous prenez pas la tête, on joue pas sa vie sur chaque course et il faut vraiment prendre conscience de ça, je pense. Bah, du coup, pour finir, si jamais tu as un dernier petit message, une petite citation qui te définirait personnellement et qui pourrait inspirer nos auditeurs, qu'est-ce que tu nous dirais? Bah moi, c'est la citation qui me vient, c'est une citation que j'emploie de temps en temps. Ça inclut toute ma vie, ça inclut ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie sportive. C'est un ensemble, j'ai tendance à dire régulièrement ça, aux gens que j'aime, aux connaissances, soyons fous, vivons. C'est simplement ça. Chaque jour est fait pour le vivre. Demain est un autre jour. Et j'ai toujours aimé dire ce genre de petite phrase, soyons fous, vivons, et ça fait partie de ce que je pense tout le temps. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle citation qui encore une fois je pense est très importante à prendre en compte, c'est que bah, il faut essayer de vivre chaque jour comme si c'était le dernier et puis encore une fois pas se prendre la tête et rester détendu quoi qu'il arrive. Bah, un grand merci à toi, Ludovic, de t'être prêté au jeu qui, j'imagine, c'était pas forcément évident. Donc, un grand merci. Je pense que tu as apporté beaucoup de choses à nos auditeurs aujourd'hui. Je sais pas si tu as un dernier petit mot de la fin à rajouter avant de conclure ce podcast. Bah, ça m'a fait super plaisir d'être invité. Je te remercie de m'avoir invité. C'est vraiment sympa d'avoir pensé à moi. Voilà, j'espère que finalement notre parcours, je parle pas forcément pour moi, je parle pour les frères, les frangins du Broec, hein. Je sais que ça a apporté un peu à plein de petits jeunes. On a grâce à ça vu des personnes qui se sont mis à courir ils ont entendu parler de nous. J'espère que ça a apporté des choses aux jeunes, que ça leur a donné envie de se mettre à la course à pied, de se mettre à l'athlé. Et j'espère que vous aurez un peu la même mentalité qu'on a pu avoir, c'est vous faire plaisir, vous amuser, pas tricher, puisque ça c'est hyper important, et rester vous-même, quoi. Merci beaucoup. Bah écoute, je pense que tout est dit. On va finir tranquillement. Et puis bah, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Et à bientôt. Merci à toi, Ludovic. Merci à toi, Enzo. Un grand merci pour votre écoute, j'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram et ma page Facebook Run Success-coaching. Pour toutes les personnes souhaitant progresser ou améliorer leur performance en course à pied, il faut savoir que je propose un appel bilan 100% gratuit dans lequel je réponds à toutes vos questions et je vous aide à planifier au mieux votre saison. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver votre appel directement via mon compte Instagram en passant par mon lien Linktree. D'ici là, je vous souhaite un bon courage et un bon run. À bientôt sur Run Success Podcast.